Du côté du serveur, le serveur doit attendre la connexion sur un certain numéro de port. Et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va préparer une socket qui va être une socket particulière qui s'appelle socket d'écoute et qui va attendre une connexion entrante d'un client. Donc le thread qui attend la connexion va se bloquer tant qu'un client n'arrive pas. Quand l'événement arrive, qu'un client se connecte, on va créer à partir de cet accepteur un objet particulier de type socket et on va pouvoir communiquer avec ce client sur cette socket qui est une socket de transfert. Donc ensuite on va simplement envoyer et recevoir des données au client puis fermer la connexion. C'est les grandes lignes de la programmation. Le schéma est un petit peu plus compliqué, en particulier quand il y a ici plusieurs clients qui peuvent se connecter à la fois. Alors ce ne sera pas le cas du TP5, mais ce sera le cas du TP6. D'accord? Donc on reprendra ce schéma-là et puis on l'agrandira encore un petit peu plus en TP6 pour expliquer le fonctionnement. Donc vous avez ici les applications clientes qui sont des processus qui fonctionnent sur des machines clientes à distance, qui ont chacune leur socket avec lesquels ils vont communiquer avec le serveur. Et puis ici, donc ce grand carré gris, c'est le processus serveur dans lequel vous avez une socket d'écoute qui est définie, qui va recevoir les demandes de connexion. Et à la demande de connexion, cette socket d'écoute va créer des sockets de transfert avec laquelle le processus va pouvoir interagir. Donc vous verrez dans le TP6 qu'en fait on fera des threads particuliers pour chaque socket de transfert. Chaque socket sera associé à un thread pour pouvoir gérer les connexions des différents clients de façon simple et facilement implémentable. Donc voilà le détail de la classe Acceptor. Cette classe représente donc la socket d'écoute. Elle se construit simplement à partir du service d'entrée-sortie comme pour les autres classes utilisant ce type d'objet. Et donc on crée une variable socket écoute à partir du constructeur d'Acceptor en lui fournissant comme paramètre le service d'entrée-sortie et un point qui est un point d'écoute en fait, donc le point local que l'on veut construire. C'est pour ça qu'ici on utilise TCPv4 qui va nous donner l'adresse IPv4 sur laquelle le serveur va tourner. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention que du côté client, on utilise une adresse IPv4, puisqu'en fait, du côté serveur, on va lancer le service sur l'adresse IPv4. Cette socket d'écoute a une méthode particulière, donc qui est la méthode accept, qui s'utilise avec en paramètre une socket. Donc il faut avoir créé une socket ici qui n'est pas initialisée sur laquelle, c'est-à-dire il n'y a pas de connexion entamée, et on va passer cette socket sur laquelle il n'y a pas de connexion en cours à la méthode d'accept de la socket d'écoute. Et une fois que cette méthode ici aura reçu une connexion, une fois que le serveur aura reçu une connexion d'un client, cette socket-là va être instanciée et la méthode ici, le thread va continuer son exécution après la méthode. Et à la suite de cette méthode, donc dans le reste du code, on va pouvoir utiliser sock comme étant quelque chose, une socket sur laquelle une communication a été établie. Et donc la socket sock ici sera une socket de transfert. Donc on peut à tout moment regarder quelles sont les informations de connexion de la socket d'écoute. Ça n'a par contre pas de sens de regarder le remote endpoint de la socket d'écoute, puisque la socket d'écoute est une socket particulière qui attend une connexion, mais qui n'en a pas encore reçu. Le remote endpoint, ici, n'est utilisable que sur sock, qui est la socket de transfert. Voici donc le code d'un serveur séquentiel minimal. Vous avez à nouveau les quelques lignes nécessaires pour créer le service d'entrée-sortie, lancer la socket d'écoute sur le numéro de port que l'on veut sur sa machine, sur l'IP V4 disponible. Ça suppose évidemment que vous ayez un réseau qui soit activé. En général, vous avez au moins le localhost, la boucle locale, sur 127.0.0.1 qui vous permet d'accéder à votre machine. Et ensuite, une fois que vous avez lancé votre socket d'écoute, en général, on peut faire une boucle pour traiter les clients séquentiellement. Si on voulait vraiment ne recevoir qu'une seule connexion d'un seul client, on n'aurait même pas besoin de faire la boucle. Et ici, on va donc avoir une socket qu'on va créer
toujours sur le même service d'entrée-sortie, qui va servir pour récupérer la connexion quand le client va se connecter sur la socket d'écoute. Et donc, une fois passé cette ligne-là, on va pouvoir lire et écrire sur la socket SOC. Je vais maintenant passer aux méthodes de lecture et d'écriture. Donc, ce sont les fonctions read et write qu'on va utiliser à bas niveau. Ce sont en fait simplement des octets qui vont être envoyés et reçus par le client et par le serveur. Une fois que la socket est établie, que la communication est établie à travers les sockets, l'usage que l'on va voir des fonctions read et write va être identique dans le client et le serveur. C'est pour ça que dans le TP, on va utiliser en fait les mêmes codes pour envoi-réception, que ce soit côté client ou côté serveur. Donc vous avez un répertoire en fait qui est commun au client et au serveur, dans lequel il y a du code C++ qui est commun aux deux, et vous avez normalement dans le répertoire client et dans le répertoire serveur des liens vers ce code commun. Ce qui fait que si dans un éditeur de texte vous ouvrez envoi-réception.cpp côté client, les modifications que vous faites seront répercutées sur le lien envoi-réception.cpp du côté du serveur, puisque en réalité, il n'y a qu'un seul fichier qui contient le code et il n'y a que lui que vous modifiez. Évitez de copier ce fichier et d'effacer les liens, puisque à ce moment-là, vous risqueriez d'avoir plusieurs fichiers envoi-réception.cpp et d'avoir des codes différents côté client et côté serveur. A priori, vous allez écrire un code qui va être unique, donc évitez de faire des copies de fichiers et conservez bien cette architecture en lien qui permet de faire une compilation simple sans avoir à chercher des choses dans différents endroits. Et donc les makefiles doivent permettre de compiler correctement votre code côté client et côté serveur. Donc vous allez avoir deux binaires, un binaire dans client bin.gcc et un binaire dans serveur bin.gcc également. Et donc ce sont ces deux exécutables que vous allez exécuter l'un après l'autre, comme je vous montrerai dans la démonstration. Pour la réception des données, on utilise donc la fonction read, auquel on passe une socket sur laquelle une communication a déjà été établie, et une zone mémoire, donc un buffer mémoire, de type Boost ICO Buffer, pour lequel on va avoir donc une adresse mémoire et un nombre d'octets. Les octets ici attendus, quand on aura reçu exactement NB octets, ils seront écrits dans l'adresse mémoire ici qui est donnée à cet endroit-là. Donc cette adresse mémoire, souvent, ça va être l'adresse en fait d'une variable que vous aurez créée et sur laquelle vous voulez écrire. Si vous recevez un caractère, vous allez créer une variable caractère et vous allez passer l'adresse de la variable caractère ici avec une valeur 1, ce qui vous permettra de lire un caractère. Alors, lire les choses caractère par caractère, c'est assez fastidieux. On peut en fait travailler avec des choses un peu plus complexes, un peu plus longues. On peut lire des choses plus grandes. On peut par exemple passer un unsigned long, ici, avoir ici l'adresse d'un unsigned long que vous voulez lire, et ici le nombre d'octets qui compose un unsigned long. Donc en fait, vous allez juste utiliser sizeof unsigned long pour avoir la bonne taille, le bon nombre d'octets qui compose un unsigned long, et donc vous allez pouvoir lire à l'adresse d'un unsigned long sizeof unsigned long octet. Tant que les données ne sont pas arrivées, la réception est bloquante. Donc une erreur courante dans les TP, c'est d'essayer de trop lire, ou de lire plus que ce que le serveur est prêt, enfin ce que l'interlocuteur en face, puisque c'est pas toujours le serveur, ça peut être le client aussi, va vous envoyer. Donc on verra dans vos échanges, essayez de bien comprendre qu'est-ce que vous envoyez, qui doit recevoir quoi, et faites les tests petit à petit pour voir petit à petit s'établir les communications. La méthode symétrique, c'est write, la fonction symétrique qui permet d'écrire. Elle a exactement la même forme. On a à nouveau la socket, le buffer, l'adresse mémoire et le nombre d'octets. Cette fois-ci, on envoie le nombre d'octets qui sont pris à l'adresse mémoire donnée. Donc pour envoyer un entier unsigned long, on passerait ici l'adresse mémoire d'un unsigned long et ici la taille de l'unsigned long via la méthode sizeof. L'envoi est évidemment non bloquant. On dépose en fait le message dans le tampon TCP d'émission et on récupère la main sur le serveur avant même que le message soit parti. Donc c'est simplement, on dit à la carte réseau, au matériel réseau, il va falloir envoyer ce message à cette adresse et voici les octets qui le composent.